It's love. Look at what you've become. You know that love promises only pain. You have no idea what hell awaits you. No, I do. How many people have you loved? I'll never be alone. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui encore, bon là c'est un peu torse nu parce qu'il fait chaud, je ce truc. Encore un truc chargeur là, c'est quelque chose. Encore un sujet maintenant sur le film un peu The Crow que j'ai vu dernièrement, je l'ai vu il y a 2 jours, qui est un projet que j'ai encore regardé il y a 1 mois. Je regardais le trailer et tout, je me disais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire encore avec ces trucs. Après l'interprétation avec Vincent Perez, avec après l'interprétation, j'ai oublié le nom du gars qui jouait dans, je sais plus comment il s'appelait l'acteur là, il y avait un autre en 2002. Il y avait une bande son géniale quand même, celle de 2002 avec Easton Dance là, il y avait une bande son hyper géniale là. Vous avez même la musique de, comment il s'appelle là, Rammstein là, Rammstein, ils avaient ça, ils avaient aussi le Tricky, comment s'appelle le son de Tricky qui était encore là-bas. Sorry, I twitch, friends call me bitch, but that's okay, cause I'm your rich bitch, I got money I got, she likes me a lot, I keep telling her I'm the... Je sais plus, il y avait un son de Tricky qui était dans la bande son de The Crow de 2002, là. La bande son de The Crow de 2002 était géniale, et puis bon bref, il y a eu le The Crow avec Edward Furlong, l'acteur qui jouait dans Terminator 2, bon. Là maintenant, depuis des années, il y avait une volonté de refaire encore un remake sur le The Crow là. J'ai toujours trouvé que essayer de faire un remake sur The Crow, je ne sais pas si les gens pourront réussir à faire un remake de ça un jour. Je ne sais pas si les gens auront la possibilité de réussir un remake de The Crow. Parce que The Crow dont j'ai fait un sujet d'ailleurs, j'avais fait un sujet de ça, ça fait partie de mes premiers sujets aussi sur la page. Je pense que c'était un de mes premiers sujets cinéma, qui est un magnifique film, The Crow réalisé par Alex Proyas, dont les 2 premiers films sont littéralement des chefs-d'œuvre. Entre The Crow et Dark City, c'est des gros films qu'il a fait. Après il avait un génial film aussi qui s'appelait Irobo à Beverly Smith qu'il avait fait, bon les trucs de God of Egypt. Le truc de God of Egypt, j'avais pas trop kiffé, mais The Crow qu'il avait avec Brandon Lee, qui a pour moi le rôle de sa vie, ce film là, c'est tellement une frustration parce que je me disais que ce film là allait faire que Brandon Lee passe d'une autre catégorie. Si il est vivant même, c'est lui qui joue Neo au lieu de Keanu Reeves. Brandon Lee, c'est même ce film là que les Wachowski regardaient pour pouvoir le mettre, parce que quand vous regardez, je sais pas si j'ai déjà dit, quand vous regardez les storyboards du Matrix, le premier Matrix, c'est le Neo a les longs cheveux. Le Neo c'était censé être Brandon Lee en fait. C'était censé être Brandon Lee. Je m'imagine un peu dans le rôle de Neo, je pense que ça aurait été encore tout aussi pertinent, peut-être même plus pertinent avec lui. Bon, ça s'est pas fait, bon, on verra, c'est comme ça la vie. Le The Crow, pourquoi le The Crow premier a marché? Pourquoi le The Crow là avait marché? Parce que à la base déjà le The Crow là, c'est un projet qui tenait à cœur à Brandon Lee. Brandon Lee était excessivement fan de la bande dessinée. Il était très ami avec le créateur de la bande dessinée qui s'appelait James O'Barr. Brandon Lee c'était un incroyable consommateur de comics à l'époque. À une époque où c'était pas cool. Maintenant, chacun vient faire son fan de comics. À l'époque là, c'était pas cool d'être fan de comics. D'ailleurs, même The Crow n'est pas vraiment un comics. Regardez pas les fans de comics, des pseudo nouveaux fans de comics là. C'est ces trucs. Et
Alex Proyas Brandon Lee était très fan de ça avec Alex Proyas. Dans ce projet là où Brandon s'est donné corps et âme, mais perdu de sa vie grâce à cause de ça. Brandon Lee était vraiment investi dans ce film là. Investi dans ce film là comme jamais. C'est pour ça que tous les trucs, il bouffe l'écran. Il bouffe l'écran comme jamais. C'est le seul gars qui a su interpréter Eric Draven. C'est quand je regarde encore les images du film, les plans, les trucs, ça me donne des larmes aux yeux. Et The Crow là, ça a tellement de l'impact aussi que vous voyez encore, on en parle, on essaie de faire des remakes encore plus de 20 ans, 30 ans après. Vous voyez encore comment par exemple le manga Cowboy Bebop. Cowboy Bebop s'inspire beaucoup le plot de Cowboy Bebop est très inspiré de The Crow, la scène même de l'église. C'est complètement la scène de The Crow, quoi. La scène de fin de l'église, le truc, c'est complètement The Crow, quoi. Même le plotline du Cowboy Bebop, là, le truc, vengeance par rapport à la copine, c'est un peu le même délire, quoi. Et il est difficile de vouloir faire un remake de ça. Quand vous voyez des gens qui ont été investis émotionnellement dans ce truc-là, ça n'a plus que donner sur ce sujet. C'est pour ça qu'il est intemporel. Même quand je le regarde, je dis mais c'est difficile de pouvoir faire un remake pertinent en 2024 sur ça. Bah, Rupert Sanders et toute sa clique, après être passé par beaucoup de péripéties, à la base c'était le moment qu'on avait pris pour quelques années. Ça a switché d'acteur, de réalisateur, c'est monté, c'est descendu, ces trucs. C'est arrivé à un moment donné, c'est tombé sur Rupert Sanders. Rupert Sanders, c'est qui? C'est un peu le mec qui avait réalisé de Snow White, machin, là, le truc un peu sur la Blanche-Neige et les 7 Nains. Blanche-Neige, je sais pas quoi, là, avec... c'était avec, comment il s'appelle? C'était avec... Liam Hemsworth et... Non, Kristen Stewart ou Liam. Mais Kristen Stewart et... J'ai oublié encore la fille là, celle qui jouait Furiosa là, comment elle s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Je commence à être mauvais avec les noms, vraiment, c'est terrible. Alors qu'à une époque tu me donnais les noms, il fallait. Je commence à être très mauvais avec les noms, c'est terrible. Et après ça, après ça, il avait fait le Ghost in the Shell. Ghost in the Shell de 2017, un peu qui était un remake avec Scarlett Johansson qu'il avait essayé de refaire. Bah, le truc est là, c'était lancé haute et tout, il a que 3 films, les 3 films dont je viens vous citer là avec The Crow là. Et son 3e film là avec The Crow là, on doit vous avouer, Coco, ça passe mal, hein. C'est gore pour être gore, c'est creux pour être creux. Et pourtant l'acteur principal n'est pas forcément un mauvais choix, hein. Bill Skarsgård, là, déjà la famille Skarsgård là, c'est une famille excessivement talentueuse. Il n'y a pas un mauvais acteur chez ces familles là, que ce soit le papa, les 2 autres frères, ils sont tous bons. C'est des super acteurs ça. Et des vrais super acteurs. Je parle acteurs, hein, je parle pas star, c'est des acteurs. Même quand tu regardes Bill Skarsgård là, c'est le mec qui a joué Hit. C'est le même gars là que tu vois jouer The Crow là, qui a joué Hit et qui a joué comment il s'appelle encore, le méchant dans le dernier John Wick. Il est bon ce gars. C'est tous le papa. Je n'en parle même pas avec le papa qui a été révélé dans le monde entier par les films de Lars von Trier. Et les autres, même aussi l'autre qui avait joué, ils sont tous bons. Ils sont tous bons dans cette famille-là. C'est abusé d'habitude quand tu vois des familles d'acteurs comme ça, un peu, c'est pas tout le monde qui dégage ce truc d'acteur, c'est-à-dire le truc acteur-jeu et tout de lui. Là. Non, lui là, c'est pas de la blague. Hein. Mais c'est pas de la blague. Tous les films où je l'ai vu, même dans The Crow, il essaye de sauver un peu le film. Mais je pense que le plot qu'on lui a donné, le truc qu'on a donné, bon, F.K. Twigs, je t'adore comme tu es une artiste incroyable, hein. Je pense que dans 15 ans, 20 ans, on écrira des bouquins sur toi, sur l'artiste musical que t'es, hein. Mais franchement, ton talent d'actrice, bon, il faudra que tu bosses un peu. Faudra que tu bosses encore un peu. C'est pas encore trop ça, mais bon, je te pardonne un peu parce que je pense que c'est un de tes premiers films.
Et on te donne un projet comme The Crow, là, qui est un projet un peu maudit. Rupert Sanders, je sais pas qui est le scénariste, mais le scénariste, avec le truc, ils ont fait quelque chose où ils ont essayé de faire un truc beaucoup plus, pas gothique, mais gothique urbain. C'était beaucoup plus urbain et fantastique. Ils ont essayé de mixer un peu les deux, ça passait pas vraiment. La romance entre le personnage de Eric Draven et sa copine, elle est un peu forcée. Le méchant, je sais pas si c'est un gars, j'ai oublié le nom, je sais pas si c'est un mec de la famille de Julia Roberts. L'acteur qui joue là. Il jouait déjà l'acteur, il joue souvent le méchant dans Wonder Woman. Je me souviens bien. J'ai oublié le nom de l'acteur là. Je vais ressortir son nom là. Après, je le revois souvent dans les films, comme ça j'oublie son nom. Un acteur là depuis des années. Je sais pas s'il fait partie. Il fait partie d'une famille d'acteurs, ce que je sais, si je me souviens bien. Il joue un peu presque le même rôle de méchant qu'il était dans Wonder Woman. Bon, c'est vraiment banal le film. C'est vraiment banal. Vraiment banal. C'est même pas mauvais, c'est waouh. C'est creux, on n'a aucun attachement sur le personnage. Le personnage de Eric Draven, on le transforme maintenant en un jeu délinquant, emo et trucs. Alors que le personnage d'Eric Draven, c'est pas ça à la base. Eric Draven, c'est un musicien. Qui est dans un groupe de rock, qui n'est pas forcément un délinquant, qui n'est pas forcément un truc. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu donner comme pertinence avec le personnage comme ça, mais ça l'a rendu un peu encore creux, je trouve. Alors que le personnage d'Eric Draven n'est pas si creux que ça. C'est vraiment un tour de force raté. C'est complètement raté, mais c'était compréhensible parce que je pense que la volonté un peu des producteurs de vouloir tout le temps faire le remake de The Crow, c'est une volonté beaucoup plus financière et de créer une franchise avec une possibilité d'avoir une base fan qui permet à ceux qui aient une manne financière très forte, une franchise qui peut être bankable un peu. Parce que quand tu regardes The Crow, tu regardes la base fan de The Crow qui est là depuis plus de 20 ans, 30 ans, les producteurs regardent ça et disent comment on peut faire pour ressusciter ce film là, pour ressusciter ce truc là et en faire une franchise qui peut nous permettre de générer énormément de sous. Mais comme le mindset est dans cette optique là, il tape toujours à côté. C'est-à-dire que comme le truc est toujours les projets de remake de The Crow sont toujours initiés par des producteurs qui veulent faire de l'argent, ça fait que les résultats sont hauts. Et vous voyez le résultat, ça s'est pas fait tomber. Mauvaise critique et les gens ne sont pas venus le voir. Et échec au box-office. Quand vous pensez toujours à des délais, il faut rentabiliser, ça donne un produit dégueulasse. Il faudrait que ça entre dans la tête des connards de producteurs hollywoodiens qui ne comprennent pas comment ça se passait. Des gars qui ont les droits, je sais pas qui ont les droits, je vais sortir là, mais je vais regarder, qui ont les droits de The Crow. Mais tant que vous restez là à vouloir toujours avoir des stratégies marketing pour remplir les poches, vous remplir les poches, sans pour autant donner un truc de qualité parce que vous voyez un potentiel d'une base fan, en disant qu'on peut générer des ressources en voyant la base fan là qui est là depuis plus de 30 ans à cause du film original, vous tapez toujours à côté. Tant qu'il n'y aura pas, ça ne viendra pas d'un fan absolu de la saga qui a envie de réaliser ce truc et ça marchera jamais. C'est pour ça que je dis souvent si j'étais un producteur d'Hollywood, les gars que je regarderais, c'est les mecs qui font les fan-films. Il y a énormément de fan-films géniaux sur The Crow. Et donner la chance à ces gars-là qui ont fait des fan-films sur The Crow, de leur donner un budget et leur refaire le truc. Vous gagnerez aussi de l'argent par rapport à ça. L'avenir, c'est les gars qui font des fan-films. Les gars qu'on va faire des fan-films là, qui sont passionnés par un projet. C'est ces gars-là que vous devez regarder pour des futurs réalisateurs à 30 ans. Pas des mecs là comme Rupert Sanders là, qui est un réalisateur, j'appelle ça un peu ce type de réalisateur, un peu les réalisateurs les réalisateurs qui font un travail de service quoi. C'est-à-dire qu'on les dit que bon, on te recrute pour que tu le fasses un peu l'adapter. Ouais, ok, je vais réaliser ça. Enfin, c'est ça un peu le mec. C'est pas un mec, ça se voit dans tous les projets qu'il a fait le gars.
Tu ne sens pas quelqu'un qui a une vision propre un peu du cinéma. Tu sens que c'est quelqu'un qui s'est réalisé. Mais c'est pas quelqu'un qui a une identité. Voilà, c'est pas un artiste, le mec. C'est un prestataire de service. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire que les producteurs le voient, on a ça à adapter. Est-ce que tu peux adapter ça? Ouais, ok, je vais vous faire la prestation de service là. Donnez-moi les sous. C'est pas un mec que tu vois, tu dis, oh, j'ai une vision pour ça, j'ai une vision pour ça, j'ai une vision pour ça. Il y a des réalisateurs qui sont des gars qui sont seulement des prestataires de services et il y a des artistes. Les artistes, c'est des gars. Alex Proyas, c'est un artiste. C'est pas un réalisateur, non, c'est un artiste. Il a une vision propre par rapport à quelque chose et il veut la mettre en avant. Donnez-lui les sous. Rupert Sanders, c'est quelqu'un qui aime, qui est un réalisateur qui donne juste des prestations de service. Ça se voit sur les films qu'il a fait. Il y en a 3 et les 3 films où je comprends rien dans la filmographie du gars. Snow White, je sais pas quoi, Ghost in the Shell, tu sais même pas s'il est passionné par le projet de Ghost in the Shell, et le The Crow là. Ni queue ni tête. Sans avoir, on ne connaît pas sa touche et tout, et son cinéma est toujours creux. C'est pas je dis pas que c'est un mauvais réalisateur, mais c'est quelqu'un dont tu ne sens pas la passion ou la conviction ou la vision singulière qu'il a pour les projets qu'il fait. Tous les réalisateurs ne sont pas pareils. Tous les réalisateurs, il y a une très grande différence quand vous voyez des gars comme Wes Anderson où tu vois à travers le style, la mise en scène et surtout aussi la volonté de truc. Il y a une très grande différence entre Wes Anderson, très grande différence entre des John Cassavetes, très grande différence entre des, par exemple, des mecs comme Del Berman, tu sais, que chez les gens-là, chez des gars, ou bien Ida Lupino, dont je vous ai fait un sujet, qui ont vraiment des visions singulières, singulières. Une vision singulière, plutôt, c'est ce qu'on dit. Et c'est ça le problème avec un peu la franchise de Crow là que vous voulez faire là. C'est toujours initié par des producteurs qui veulent se faire des sous. Et ça se casse toujours les dents. Toujours. Vous vous cassez toujours les dents quand vous essayez de faire ça. Et tout. Et ça ne m'a même pas su. Petite interlude un peu qui m'est venue un peu en faisant un peu le montage de la vidéo. Je sens que le seul aussi truc qui peut être viable pour pouvoir faire un remake de Zoko qui puisse marcher, c'est peut-être de ne pas passer par le format du cinéma. Le format de la série était pas si mal un peu avec celle de Marc Dacascos, la série là, je me suis rappelé de ça, qu'il y avait la série qui n'était pas si mal. C'était vraiment pas si mal, la série de Zoko là. Bon, ça n'avait pas eu beaucoup de succès, mais ça n'était pas si mal. Mais passé plutôt par le canal un peu de l'animation japonaise. Le canal de l'animation japonaise d'une adaptation d'un film d'animation japonais de The Crow marcherait beaucoup. Et si c'est adapté par Yoshiaki Kawajiri, si c'est adapté par une autre personne que Yoshi Kawajiri, ça ne pourra pas marcher. Il n'y a que Yoshi Kawajiri qui peut faire ça. Il avait déjà fait avec le Highlander à l'époque. Maintenant, s'il a encore la force et s'il a encore la vie et s'il a le projet et s'il a le truc, les équipes de Madhouse et de Yoshiaki Kawajiri font un truc d'animation japonaise. Je pense qu'on peut avoir un très bon truc de travail avec The Crow. Il avait fait déjà avec Highlander et Yoshiaki Kawajiri. Pour moi, c'est le seul qui peut réadapter ça. Et en format d'animation japonaise. Bon, c'est un peu cette réflexion qui m'est venue dans le montage. Puis après, quand je l'ai regardé, j'ai dit, bon, je vais perdre 1 heure de ma vie. Je vais regarder ça pour pouvoir faire une review et du contenu là-dedans. Mais je savais, quand j'ai vu le trailer, j'ai dit, j'ai regardé mes gars, j'ai dit, mais les gars, là, ils tapent toujours à côté. Tant que vous faites des projets initiés par des producteurs, vous aurez toujours le résultat qu'on aurait vu là. Résultat médiocre, par les critiques, résultat médiocre dans le box-office. Mais bon. Hollywood se meurt, Hollywood devient de plus en plus laid, Hollywood devient de plus en plus truc. Ouais, c'est le premier film de 2024 que je regarde. Vous savez, moi, je suis plus dans 2024, je suis encore dans les années 70, 80, 60. Il y a longtemps qu'on regarde les nouvelles sorties et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.